Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un procédé littéraire que je trouve particulièrement fascinant et que vous avez sûrement déjà croisé dans vos lectures, le regard de l'enfant. On a tendance à penser que sa vision est, limitée, un peu naïve, pas tout à fait complète. Mais alors, pourquoi est-ce que tant d'écrivains choisissent justement cette perspective pour nous raconter une histoire? Qu'est-ce que ça cache? Eh bien voilà tout l'enjeu. Le regard de l'enfant en littérature, c'est bien plus qu'une simple curiosité. Il devient une sorte de miroir grossissant, un révélateur des non-dits, des contradictions et, disons-le, des absurdités du monde des adultes. La problématique est donc la suivante. Comment les auteurs utilisent-ils cette perspective pour nous faire réfléchir? Pour répondre à ça, je vous propose un plan en 3 temps, très simple. On va commencer par un exemple très moderne, ensuite on remontera un peu le temps pour voir d'où ça vient, et enfin on ouvrira la boîte à outils de l'écrivain pour analyser la technique. C'est parti. Alors, première partie, on plonge directement dans un cas d'étude parfait. C'est un roman de Nancy Houston paru en 2006, Ligne de faille. C'est ce qu'on appelle une œuvre polyphonique, un mot un peu savant pour dire qu'elle est racontée par plusieurs voix. Le roman remonte le temps sur 4 générations et nous, on va se concentrer sur la toute première voix qu'on entend. Et cette première voix, c'est celle de Sol, notre cohorte d'entrée. Il a 6 ans, l'âge où le monde est à la fois un gigantesque terrain de jeu et un immense point d'interrogation. C'est à travers son regard que toute l'histoire démarre. Écoutez bien la force de ces mots, allumé, électrifié, et surtout, je suis un génie. C'est incroyable. Seul se perçoit comme le centre de son univers, une sorte de petit dieu tout-puissant qui maîtrise absolument tout ce qui l'entoure. C'est vraiment l'ego de l'enfance dans toute sa splendeur. Et là, c'est le choc, la rupture. Sol est sur son ordinateur, il tombe sur des photos de la guerre en Irak. Et face au cadavre d'un soldat, il se pose cette question terrible, presque clinique. Le génie tout-puissant se fracasse contre une réalité qu'il ne peut absolument pas comprendre, et encore moins contrôler. Voilà, ce slide résume parfaitement le point clé. L'autrice, elle juxtapose volontairement ces deux perceptions. D'un côté, la maîtrise totale de son petit monde, de l'autre, la confrontation brutale avec la violence du monde des grands. Et c'est dans cet écart, dans cette ligne de faille, que naît toute la puissance du roman. Mais attention, Nancy Houston n'invente rien. Elle s'inscrit en fait dans une très très longue tradition littéraire. L'idée d'utiliser un enfant comme narrateur, ça ne date pas d'hier, et cette figure a beaucoup évolué. Alors passons à notre deuxième point et faisons un petit voyage dans le temps. Regardez cette frise, elle nous montre une évolution passionnante. On part, au XVIIIe siècle, de l'enfant idéalisé, presque un ange. Puis, au XIXe siècle, la littérature le plonge dans la dure réalité sociale. Il devient une victime, pensez à Cosette chez Hugo, ou un révolté, comme chez Jules Vallès. Et enfin, au tournant du XXe siècle, avec des autrices comme Colette, on voit apparaître un enfant beaucoup plus complexe, avec une vraie psychologie, des désirs, un enfant moderne. Regardons ce basculement d'un peu plus près. Au XVIIIe siècle, très influencé par la philosophie de Rousseau, l'enfant incarne la pureté originelle, celle qui n'est pas encore corrompue par la société. C'est le mythe du bon sauvage. Mais au XIXe, tout change. Révolution industrielle, misère dans les villes, la littérature devient un miroir des injustices, et l'enfant, c'est le symbole le plus poignant de tout ça. Il devient la victime innocente d'un système qui l'écrase. Bon, on a vu l'exemple, on a vu l'histoire, maintenant la question c'est comment ça marche? Quels sont les outils techniques, les choix narratifs très concrets qui permettent à un auteur de rendre ce regard d'enfant si percutant? Alors voilà le terme technique absolument essentiel à retenir, c'est un point de méthode clé, la focalisation interne. C'est un choix de point de vue. Pour faire simple, imaginez que la caméra est littéralement vissée dans la tête de l'enfant. Conséquence, le lecteur ne sait que ce que l'enfant sait, il ne voit que ce qu'il voit, et surtout, il ne comprend que ce que l'enfant est capable de comprendre. Et attention, ce n'est pas juste une petite astuce de style. Ce choix de focalisation, ça change tout dans notre manière de lire. Ça nous force, nous, lecteurs, à adopter une posture beaucoup plus active. Et voici les effets principaux. Premièrement, le décalage. On l'a bien vu avec Sol. Il voit une scène de guerre et pense à une chanson. Ce décalage nous oblige à interpréter, à devenir une sorte de détective qui doit combler les trous. L'enfant ne donne pas toutes les clés. Deuxièmement, ce regard neuf permet de questionner ce qui nous semble normal, à nous les adultes. Et enfin, bien sûr, ça joue avec nos émotions. On peut sourire de cette innocence, mais on peut aussi être profondément touché, ou même dérangé et poussé à réfléchir. On arrive à notre synthèse. On a vu l'exemple, l'histoire, la technique. Mais au fond, la vraie question, c'est pourquoi ça marche si bien? Pourquoi cette perspective nous touche-t-elle à ce point? Et pourquoi est-ce qu'un outil critique aussi redoutable? Le mot-clé ici, c'est faussement naïf. Parce qu'en réalité, ce n'est pas d'ignorance, c'est une autre forme de lucidité. L'enfant, il n'a pas encore appris à mettre des filtres. Il n'a pas encore intégré tous les codes, les préjugés, les mensonges polis des adultes. Il voit les choses telles qu'elles sont, de manière brute.
Il pose des questions que plus personne n'ose poser. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Cette citation le résume à la perfection. Le regard de l'enfant n'est pas un regard inférieur, c'est un regard autre. Il donne accès à une vérité plus directe, plus émotionnelle, souvent plus dérangeante, une vérité que le regard fatigué ou cynique de l'adulte ne perçoit même plus. Finalement, pour conclure, on peut dire que le point de vue de l'enfant, c'est un formidable procédé de ce qu'on appelle la défamiliarisation. Ça nous rend le monde étrange à nouveau. Ça nous force à enlever nos lunettes d'adulte pour réévaluer nos certitudes et porter un regard complètement neuf sur notre propre réalité. Voilà, je vous laisse avec cette question en tête. La littérature nous suggère que la lucidité, ce n'est peut-être pas une question de savoir ou d'expérience accumulée, mais plutôt une capacité à voir le monde sans tous les filtres que la société nous impose. Pensez-y. Merci beaucoup pour votre attention.